Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 92 et on va vous parler du 4e Grand Prix de la saison 2021. Grand Prix qui a eu lieu sur le classique circuit de Jerez en Espagne. Et pour m'accompagner cette semaine, j'accueille Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va ? Salut, ça va très bien et toi ? Bah écoute, pas mal, on a eu encore un beau GP et des belles surprises cette semaine. C'est clair, beau GP, beau Moto 3. Bah avant d'en parler, on va commencer comme d'hab avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécannerie. Et c'est Adrien qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la Bécannerie justement, et évidemment des goodies maison de C'est qui en pôle. Vous oubliez pas évidemment de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. On passe aux news maintenant avec en Moto 2 Barry Baltus qui est toujours en convalescence après sa chute à Losail. Il va passer 2 semaines avec un plâtre et devrait revenir pour le Grand Prix de France. C'est Taiga Hada qui le remplacera pour la team RWNTS, le japonais de 25 ans qui roule actuellement en CEV Moto 2. Côté MotoGP, Quartararo lui rate les essais de Jerez prévus ce lundi 3 mai pour rentrer en France et faire des examens médicaux à la suite de son syndrome des langes. On va évidemment longuement en reparler tout à l'heure. Là tu spoil le Grand Prix. Oui. Et justement sur ces tests, Vinales a terminé en tête des chronos suivi par les 2 pilotes Suzuki, Alex Rins et Joan Mir. Vinales, lui, il a beaucoup roulé puisqu'il a bouclé pas moins de 101 tours au total. Direction le championnat du monde d'endurance maintenant avec de nouvelles modifications au calendrier. Les 24 heures du Mans Moto sont finalement décalées au 12 et 13 juin. Elles auront lieu à huis clos, sans public. La course des 8 heures de Schaersleben, c'est pas facile à dire, qui était prévue le 23 mai est décalée à une date ultérieure à définir. On passe maintenant à d'autres catégories. L'ancien pilote en GP Hector Barbera rejoint le team Scheiber Racing en Superbike Moto America cette année sur une BMW 1000 RR. Après Loris Baz sur Ducati, il va y avoir du niveau cette année. La 15e édition du Supermoto des Nations se tiendra de nouveau au circuit Carole en septembre prochain. La piste francilienne avait déjà accueilli l'épreuve en 2017 et 2019 avec à chaque fois une victoire de l'équipe de France. Et on finit avec le Superbike avec l'actualisation du calendrier. Estoril sera le second round. Il y aura un nouveau circuit à Most en République tchèque et le Grand Prix de Phillip Island est annulé. Un petit commentaire Stéphane peut-être pour ces news. Qu'est-ce que t'en penses de cette arrivée d'Hector Barbera en Superbike Moto America? Ça va faire des belles courses avec Loris Baz. Bah ça va faire des belles courses. Bon, ça veut dire peut-être que c'est un championnat. Alors, on peut le voir de deux façons. Soit qui attire, ou soit bah les gens ils ont pas de guidon donc ils se rabattent un peu sur ce qu'ils peuvent. Ouais. Malheureusement, des fois, tu peux le voir un peu vers à moitié plein ou vers à moitié vide. Surtout que alors. En France, t'as pas de diffuseurs qui vont te montrer les courses. Je crois que c'est beaucoup sur des chaînes payantes. Ouais. Donc bon, pour se faire voir un peu du grand public en Europe, c'est peut-être un peu compliqué. Après, le AMA apparemment c'est beaucoup suivi aux États-Unis. Il y a beaucoup de monde sur les courses, plus qu'en Europe sur le Superbike. Donc bon, ça peut être aussi un petit tremplin pour les pilotes. Ouais, et c'est rigolo à regarder le Hamin parce que, enfin, par rapport au Superbike, on a l'impression, ils sont pas aussi tarés que en British Superbike, mais qu'en BSB, mais en AMA ça bagarre pas mal aussi et il y a des beaux circuits à voir dans cette catégorie. Ouais, c'est vraiment rigolo à suivre. Ouais, c'est un peu l'esprit américain. Exactement. Ouais. Mais c'est pas encore des courses de bagarre ou de Harley. Donc. On va passer dans le dur avec, si vous le voulez bien, la Moto E. Pour commencer, c'est moi qui vais m'y coller à la Moto E. C'est la première course de l'année dans cette catégorie avec un pilote français qui découvre donc la Moto E. C'est Corentin Perolari, l'ancien pilote du team GMT 94 en Super Sport qui a rejoint l'écurie Tech 3. En qualif, on a donc le fameux format e-pole. Chaque pilote part 1 à 1, bouclé un seul tour. Et c'est Granado qui prend la pole, suivi par Tulovic et Aldeguer.
Sur la course, le départ est sans encombre. Granado prend la tête, quelques virages plus loin. Malheureusement, notre Frenchie Perolari s'accroche avec Zanoni et ne pourra pas repartir. Agarter fait un très beau début de course, de même que Granado qui multiplie les freinages en travers en entrée de virage. Avec le silence des moteurs de ces motos-i, on entend les crissements des pneus sur le bitume et c'est assez fun. On en a parlé d'ailleurs sur le Discord. Dès le deuxième tour, on a un autre accrochage, cette fois entre Tulovic et Aldeguer, qui parti en 2 et 3 s'était retrouvé en milieu de peloton. Pendant ce temps-là, Granado est seul en tête, mais se bourre tout seul à mi-course. Il réussit à relever lui-même sa moto, ce qui était signalé vu la masse de ses meules. Quelques secondes plus tard, nouvelle chute, celle de Cardelius du team Avincia. Le top 3 pendant ce temps-là, c'est donc Zaccone, Agarter et Torres. Ça ne bougera plus jusqu'à la fin de la course. Ces trois-là ont une belle longueur d'avance sur le reste du peloton. Ils finissent donc dans cet ordre avec plus de 4 secondes d'avance sur le quatrième, Casadei. Pour la petite histoire, Agarter nous octroie un magnifique tout droit dans le bac à gravier lors du tour de rentrée au stand, alors qu'il tentait de faire un wheeling. L'image est assez rigolote. Au championnat, du coup, c'était la première course. Zaccone passe en tête logiquement avec 25 points, Agarter deuxième 20 points et Torres 16 points. Est-ce que tu l'as vu cette course, Stéphane? Qu'est-ce que tu en as pensé? Pas du tout. J'ai pas du tout vu le Moto I et pour être honnête, ça m'intéresse pas trop. Alors je vais juste expliquer pourquoi c'est un peu brut de décoffrage. Non, mais en fait, bon, c'est super, les mecs se bagarrent et tout, mais pour moi la course moto comme auto, il faut qu'il y ait un peu de bruit, quoi. Donc ouais. j'ai du mal à accrocher ce format en fait. Ah ben là il y a du bruit, hein. On entend les pneus, les pneus qui crissent et les pneus des vibreurs et les motos qui tombent et c'est tout juste si on n'entend pas les pilotes gueuler sous leur casque. Ouais, c'est pas faux, mais j'ai du mal, c'est comme la Formule E, c'est pareil, j'arrive pas à accrocher encore ce nouveau concept électrique. Bah ça viendra, c'est vrai que même pour ceux qui sont abonnés à Canal, ils peuvent le constater, on galère beaucoup à retrouver les replays du Moto-E sur Canal, alors Canal est quand même le diffuseur du MotoGP, des championnats de moto vitesse en France. On trouve pas les replays comme il le faudrait aussi facilement. Après voilà, c'est vrai que bon, cette course pour le coup elle était pas super intéressante malheureusement, mais ce qu'on disait avec Cyril et Pierre l'année dernière, c'est que il faut que ça prenne ses marques. On a quand même des motos qui marchent, hein. Globalement, les pilotes ont l'air de se marrer. Ils se bourrent souvent quand même parce que on voit que c'est beaucoup plus lourd qu'une moto GP ou même qu'une moto de Superbike. Donc ils ont un peu de mal, mais bon voilà. On voit des pilotes gagner, être contents de gagner, donc ça fait plaisir. On va suivre évidemment cette catégorie. Du coup, tu vas peut-être nous parler avec un petit peu plus de passion de la Moto 3. Moto 3, pour le coup, qui fait un peu plus de bruit. Oui. Alors, Super GP Moto 3. Alors, du coup, ça commence en qualif. Lors de la Q1, c'est Pedro Acosta et Izan Guevara qui vont rejoindre la Q2. En Q2, alors Tatsuki Suzuki décroche la pole position devant Jérémy Alcoba et André Amigno. Lorenzo Felon s'élance quant à lui de la dernière ligne. Alors la course, donc c'est Suzuki qui s'octroie le all shot, suivi par Migno et Rodrigo. Dans les tout premiers tours, premier coup de théâtre, McPhee, alors qui est dans le peloton, nous réalise un super high side. Donc pour lui c'est un 4e GP 100 points, ça commence à faire beaucoup quand même. C'est clair. Alors comme d'habitude, au fur et à mesure des tours, on va voir des pilotes en bagarre les uns avec les autres pour la première place. Deuxième coup de théâtre, c'est que dans le 6e tour, Rodrigo va chuter à son tour. Le lead de la course, c'est un temps entre Onku, Alcoba et Binder. Tous les trois vont un peu se tirer la bourre. Au 10e tour avant la fin, donc là c'est le poleman Suzuki qui va chuter alors qu'il était dans le top 6 et les derniers tours restants vont nous montrer une belle bagarre entre un Fenati qui revient du Diable Vauvert et l'armada de pilotes KTM avec Onku. Et alors là, dernier virage, il y a Onku qui se loupe, mais dans le tout dernier virage et qui part à la faute. Et en chutant, il entraîne avec lui le pauvre Massia, qui était leur second.
Et Binder va être aussi une victime collatérale de cette chute. Et la victoire revient donc à Acosta qui voit son avance au championnat s'accroître. Il compte désormais 41 points d'avance sur Antonelli et 43 sur Mignot. Donc Fenati finit second de cette course, suivi par Alcoba qui va compléter le podium. Le jeune Felon, lui, finira à la 23e place. Ouais, donc belle course d'Acosta. C'était pas évident de se sortir de ce micmac. Comme d'habitude, en Moto 3, ça bouge beaucoup. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de cette course. Moi, c'est du pur Moto 3, c'est-à-dire avec beaucoup de bagarres devant. Alors, pour une fois, par rapport au début de saison, il n'y a pas eu un paquet qui contenait tous les pilotes. Mais bon, il y a eu un petit paquet sur le devant, mais ça se bagarrait bien. Alors, ce dernier virage là, c'était il était diabolique, ce dernier virage. C'était diabolique. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même une belle bagarre avec Fenati qui est bien revenu, qui a un peu tenu tête à tous les pilotes KTM. Et finalement, on a vu que dans la bagarre, les KTM, ils ont peut-être un peu trop poussé, et on coup, qui part à la faute bêtement au tout dernier virage, il perd l'avant, il glisse, et voilà, il fauche Masia et Binder, dommage pour eux. Et finalement, Acosta qui en profite, c'est la course. Ouais, Acosta qui en profite quand même. Par rapport à, je voulais revenir aussi sur le comportement de Masia dans cette fin de course, et encore plus on l'a vu bien puni au dernier virage. Et c'est quand même dommage pour un pilote qui a un petit peu d'expérience quand même, c'est peu de le dire en Moto 3, le voir prendre l'extérieur des virages sur les derniers tours de course. Et les commentateurs Canal, parce que je regarde la moto sur Canal, pensaient, et je pense qu'on le pensait tous en le voyant, et c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on commence à faire de la piste, c'est si tu fais l'extérieur, c'est toujours mieux de doubler à l'intérieur, parce que si le mec que tu doubles chute, au moins il t'embarque pas avec. Et là, Masia, il s'est mis en danger plusieurs fois avant de chuter justement et de se faire faucher par Ankou, et je trouve que c'est dommage. Enfin, alors, encore une fois, il est censé avoir l'expérience pour se dire. Parce que Masia il joue le championnat, enfin clairement il est pas là pour enfiler des perles, il est là pour jouer la victoire au long terme, et faire 0 points sur une course où il aurait pu finir top 3, c'est ballot. Alors après ça décharge, parce que les mecs étaient quand même en paquet, ils s'étaient dit allez, je vais faire un peu l'extérieur histoire de prendre un peu l'air, de pas de gratter tout le monde, et c'était peut-être sa solution, mais finalement c'était pas la bonne. Mais c'est peut-être pas dit que dans le dernier virage il y a son pote qui allait se le foirer et puis l'embarquer, quoi. C'est clair. Non, après c'est normal, en Moto 3 c'est tellement serré que les mecs au moment ils se disent qu'est-ce que je peux trouver comme astuce, comme parade pour essayer de gratter quelques places en fait. Mais c'est sûr qu'au dire des commentateurs de Canal, donc plus d'expérience que nous en pilotage, c'était un pilotage un peu particulier. Mais bon, c'est pas pour ça qu'en tout cas il est tombé, c'est pas sa faute. Oui, non, c'est clair, c'est pas sa faute. On est bien d'accord, il faut remettre les responsabilités là où ils sont. C'est Ankou qui se foire et qui aurait pas dû se foirer dans le dernier virage, parce que lui aussi il perd gros sur ce truc. Faut pas oublier qu'il y avait quand même notre écurie Cocorico Tech 3 qui aussi visait un podium, et là c'est dommage de le gâcher comme ça, c'est sûr. C'est ça. Mais bon, c'est là que tu vois que c'est là qu'encore une fois il faut un peu de maturité pour réussir à enquiller des points après des courses aussi intenses psychologiquement, mentalement et physiquement, parce que Jerez c'est un circuit qui demande beaucoup, alors surtout en MotoGP, encore plus en MotoGP évidemment, mais en Moto 3 ça doit pas être d'un tout repos non plus, et en plus les mecs, tu vois, les voyais rouler en paquet pendant toute la course, pendant 45 minutes, ça doit être assez éprouvant. C'est clair. Un petit mot sur McPhee. Lui, c'est con parce que là, il fait 4 courses 0 points. Si c'est bien ça. Hein. C'est ça, 4 courses 100 points. Là, ça va être compliqué pour lui cette année. Ouais. Peut-être compliqué pour garder un guidon, parce que 4 courses 0 points, ça commence à faire beaucoup, je pense. Surtout que là, il part vraiment à la faute tout seul. Il sort d'un virage. Il perd quoi? Il perd l'arrière et il saute par-dessus la moto, en fait. Ouais. Bon, heureusement, il s'est pas blessé a priori. Hein, non, il a rien, mais voilà. Encore quelques points de perdu.
Ah bah des gros points, parce que pendant ce temps-là, Acosta, lui, il est loin devant, effectivement. Rien d'autre à ajouter. Non, rien d'autre à ajouter sur le Moto 3. C'était une belle course, comme d'habitude. Effectivement. On va passer à la Moto 2. À ton tour. Allez. Alors des qualifs très serrés en Moto 2, parce que on a Gardner qui prend la pole pour 71 petits millièmes devant Di Giannantonio. Bezzecchi lui se qualifie 3e avec 86 millièmes de retard sur le chrono de Gardner. Raoul Fernandez 4e, Sam Lowe 5e, faut pas que j'aille trop vite. Non. Tous ces pilotes se tiennent en 166 millièmes de seconde, ça va très très vite et là on tient le top 5, la marche du top 5 de Moto 2. Passons à la course maintenant avec le bon départ de Gardner, mais Digia prend la tête dès le premier virage. Tout se passe bien au début de cette course, sauf pour Bezzecchi qui se rate complètement un freinage et retombe à la 7e place. Digia, lui, il est déjà en train de s'échapper et personne ne va pouvoir le rattraper pendant toute la course. Augusto Fernandez, lui, était bien parti aussi, mais chute dès le 3e tour. Bezzecchi, lui, récupère vite de sa bourde du premier virage. L'intérêt de la course, finalement, va se limiter aux poursuivants de Di Giannantonio, Raoul Fernandez, Rémi Gardner, Bezzecchi et Lowe. Au tour 7, Digia a en effet plus de 2 secondes d'avance sur ses 4 pilotes. Il ne se passe pas grand-chose dans cette course. Bezzecchi réussit à faire le break au 17e tour sur Raoul Fernandez et s'installe tranquillement à la 2e place. Du coup, à 5 tours de l'arrivée, on n'a plus qu'un seul suspense, celui pour le podium. Je rappelle qu'il y a alors bagarre entre Raoul Fernandez, Sam Lowe et Rémi Gardner. La course entre ces 3 hommes commence à être rigolote à 2 tours de l'arrivée. Lowe prend la 3e place et surprend Raoul Fernandez qui écarte. Gardner en profite. Fernandez pourra pas revenir. Classement final, Di Giannantonio, première victoire en Moto 2, Bezzecchi, premier podium, Lowe 3e, Gardner 4e, Raoul Fernandez 5e. Ces 5 hommes, je le disais tout à l'heure, sont vraiment au-dessus de tout le reste du paddock. Ils finissent à plus de 3 ou 4 secondes, je crois, des hommes qui suivent. Au championnat, Gardner garde la tête avec 69 points, Lowe prend une place avec 66 points et Raoul Fernandez est 3e avec 63 points. Voilà, on a en gros une vraie course de Moto 2. La dernière fois, on s'est endormi. Voilà, on s'est un peu endormi. Heureusement que ça s'est un petit peu réveillé sur la fin de course. Mais voilà, course de Moto 2. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur cette course. Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. On est quand même content pour Bezzecchi. C'est son premier podium. Il le méritait clairement. S'il s'était d'ailleurs réveillé un petit peu plus tôt, il aurait presque pu aller rechoper Di Giannantonio. Mais bon, c'est facile à dire assis sur une chaise ou dans son canapé, comme toujours. En tout cas, Digia, lui, il a pas du tout volé sa victoire parce que il a complètement survolé tout le week-end. Au warm-up, il était clairement devant. Et là, il fait le break dès le premier virage et puis après. Il nous fait une Marquez du temps de la grande époque. Du temps de la grande époque. La grande époque. Ça fait mal de se dire ça. Mais... L'époque d'avant Covid. C'est ça. Mais voilà, course de Moto 2, ça va être quand même assez intéressant à suivre sur le plan championnat parce que je rappelle qu'il y a que quelques points de différence entre les 3 premiers. Fernandez 63, Lowe 66, Gardner 69. C'est pas pour le coup sur le plan championnat, ça risque d'être un peu plus intéressant que la Moto 3. On espère que les courses vont être elles aussi intéressantes. Je vais te passer la parole pour nous parler du MotoGP du coup. Allez, on passe au grand. Donc sortent de la Q1 Morbidelli et Binder et en Q2, c'est Fabio Quartararo qui va s'octroyer la pole position devant Morbidelli et Jack Miller va compléter la première ligne. Zarco quant à lui va partir de la 6e position. Donc à l'extinction des feux, comme d'habitude les Ducati font preuve d'un excellent départ. Alors Fabio Quartararo va limiter les dégâts. Je dis limiter les dégâts parce que il va réussir à se bloquer à la 4e place. Et Jack Miller, lui, va réaliser le all shot, suivi par Morbidelli et Bagnaia. Zarco, lui qui s'est lancé 6e, va pas profiter de cette place puisqu'il va vite se retrouver dans le ventre mou du classement à la 10e place. Il va un peu foirer son départ. Devant, Fabio Quartararo lui va partir à la chasse à l'italienne pour se retrouver au bout de quelques tours en tête de ce GP. Au fur et à mesure des tours, on comprend que Quartararo est quand même beaucoup plus fort que les autres et on se demande qui va pouvoir le détrôner de la première place. Et justement, à 11 tours de l'arrivée,
là, on voit l'Australien qui revient comme un boulet de canon sur Quartararo. On voit Quartararo qui commence de moins en moins à attaquer dans les virages. Et là, on pense tous à un problème mécanique. Mais bon, comme t'as spoilé, on sait tous que c'est plus un problème mécanique. Donc, il va se faire doubler par tous les pilotes. Et donc, il va finir, lui, à la 11e position. Devant, en fait, la hiérarchie va s'établir. Et donc, voilà, la victoire de Jack Miller devant Bagnaia. Et Morbidelli, lui, va compléter le podium pour la 3e position. Oui, donc le pauvre Fabio Quartararo va perdre cher sur ce Grand Prix puisqu'il n'est plus leader du championnat. Il cède la place pour 2 points à Bagnaia. Et en fait, Fabio a souffert du syndrome d'Ehlers, donc son avant-bras droit, lequel il s'est déjà fait opérer, alors tu me dis si je me trompe, il y a 2 ans, l'année dernière, il y a 2 ans, 2019. Ouais, 2019, c'est ça. Voilà. Et apparemment, là, il est reparti donc en France pour faire des examens pour peut-être se refaire opérer. Bon, finalement, l'opération, si c'est ça peut ne pas être très grave puisqu'on voit que Jack Miller, lui, s'est fait opérer, il a gagné la course ce week-end. Ouais. Et sur un circuit en plus très physique, hein, parce que j'en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure pour la Moto3, mais en GP, ce que disait, on les a tous vus à l'arrivée de la course. Les pilotes étaient tous à bout, 45 minutes à rouler à plus de 280 sur ce circuit où il n'y a pas de ligne droite pour se reposer, où tu es tout le temps en train plein gaz, plein frein, plein gaz, plein frein sur l'angle, sur le freinage sur l'angle, etc. C'est un circuit très éprouvant et effectivement de voir Miller gagner, c'est... Enfin voilà, on est pas très grave. Un peu chauvin. On se dit pour Quartararo ça peut le faire. Espérons. Mais c'est con parce que du coup Bagnaia donc elle a 66 points, donc à 2 points devant Quartararo. Viñales va compléter le classement au championnat avec 50 points. Et Zarco lui qui va finir à une entre parenthèses malheureuse 8e place, lui va perdre une place et 5e au classement général avec 48 points. Et voilà. Tu sais tout sur ce MotoGP. Et ouais, encore une belle course. Alors effectivement, la grosse info, c'est la douleur de Quartararo. On avait mal pour lui pendant la deuxième moitié de la course. On s'est demandé ce qui se passait. On se dit tous, c'est un problème de frein, c'est un problème de pneu avant. En tout cas, on avait l'impression que c'était sur le train avant. Et en le voyant arriver. En tout cas en voyant sa tête à l'arrivée, effectivement on se dit non, là, c'était vraiment physique. Alors en le voyant à la caméra au début, moi je pensais quand même qu'il était tellement... Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est très expressif dans ses sentiments et je pensais qu'il était vraiment très énervé après sa course. Et qu'il est en train de pleurer, donc je me suis dit, il est quand même pas content, et j'ai pas trop vu au début qu'il souffrait de l'avant-bras. C'est quand les caméras l'ont montré après avec sa grosse poche de glace sortir de son motorhome, qu'on s'est dit en fait finalement c'est peut-être autre chose que le frein avant ou le pneumatique. C'est la sensation que ça fait, quoi. Mais bon. Mais voilà, il y a pas grand chose à dire. Non. Effectivement qu'on était effectivement tous on avait tous mal pour lui pendant la course. En tout cas, sur la première moitié, il a bien montré que c'était lui le patron. C'était quand même assez incroyable de le voir autant dominer. En plus, il a pas dominé que pendant la course, il avait dominé tout le week-end. C'est ce que je veux dire. En fait, c'était un week-end parfait. C'est-à-dire, d'habitude, il part en pole position, tout le monde lui dit tu vas gagner la course, et finalement, souvent, il s'écroule. Ouais. Là, il part en pole position. Enfin, personne ne pouvait le rattraper, là, pour le coup, parce qu'à un moment, il pointait à beaucoup plus d'une seconde de Miller. Même vous voyez qu'en bout de ligne droite, même avec la Ducati, Miller, on n'arrivait jamais à le rattraper. Donc on se dit, Quartararo, là, c'était 25 points faciles. Non, finalement, voilà. Ah non, mais là, c'est la malédiction facile, pour lui. Là, ce sport n'est jamais facile. Mais pour le coup, il nous a montré que les 10 premiers tours ont été très faciles. Tu vois, qui étaient quand même faciles sur la moto. Tu vois, qu'il maîtrisait tout. Et là, malheureusement pour lui, le syndrome d'Ehlers qui revient, ça, c'est un peu la loose. C'est la première fois que je vois quand même quelqu'un comme ça qui se pète le bras, pas qu'il se pète le bras, mais qui a ce syndrome en pilotant. Ouais, c'est surtout, c'est rare. Ouais, c'est rare, surtout qu'il avait quand même pas mal roulé ce week-end, donc tu te dis, c'est assez incroyable qu'il n'y ait pas eu de signe avant-coureur pendant le week-end. Alors on sait pas évidemment comment sont suivis les pilotes. Ils doivent chacun avoir leur propre
leur propre agenda, leur propre type de suivi sur un week-end de course. Bon, là, c'est dommage, ça coûte cher en points. Après, effectivement, on est qu'au début de la saison. Hein. Il est qu'à 2 points. C'est absolument pas joué sur la fin. Il reste deuxième du championnat, il a qu'à 2 points de Bagnaia, donc tout est encore possible, évidemment. C'est ça. Et puis, il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que on l'a vu mentalement très mature pour le coup en début de saison par rapport à la fin de saison dernière ou même à partir du milieu de la saison dernière où il partait en pôle, il se faisait doubler 2 fois, il nous faisait en gros des Vinales ou quand il se faisait doubler une fois, il se faisait doubler 15 fois. C'est ça. Enfin, je caricature, hein. Et encore une fois, c'est facile à dire quand on est derrière un micro, évidemment. Mais en tout cas, on voit qu'il a gagné en maturité, qu'il a gagné en patience aussi, qu'il a gagné en agressivité aussi sur les dépassements où il attend plus 3 tours avant de doubler. Il nous a fait une masterclass sur la première partie de course. C'est con que ce problème physique arrive. Ouais, en tout cas, faut quand même passer un coup de chapeau à Miller parce que Miller, lui, encore une fois, on l'a déjà dit, il revient de blessure. Enfin, après son opération du syndrome des loges. Il revient de nulle part puisqu'il était. Il revient de nulle part, effectivement, on l'avait pas vu. D'ailleurs, je dois pas être le seul sur le Fantasy MotoGP à l'avoir retiré cette semaine de ma team. Et évidemment, c'est la semaine où je l'enlève de ma team qui fait un résultat. Bref, passons. Mais on est très content pour lui, évidemment. On est très content pour Ducati aussi, parce que c'est le premier doublé Ducati sur Jerez. C'est quand même à signaler. Je dirais pas gagné. Hein. Je dirais Bagnaia qui a soit sa place de leader chez l'écurie aussi. Ouais. Parce que finalement, personne ne l'attendait. Tout le monde disait, bon, Miller, ça va être un peu le chef de file. Bah non, finalement, c'est Bagnaia qui, l'année dernière, qui était quand même en souffrance sur sa Pravac. Et cette année, qui est là. Ouais, il est là. Alors après, c'est peut-être un peu tôt, je pense, pour dire que Bagnaia est le leader de Ducati. Hein. On va attendre un peu parce que une saison de MotoGP, c'est long, c'est physique. C'est sûr que sur un tour, Bagnaia est super impressionnant. Même sur une course, hein, on l'a vu. Après, ça va faire du bien à Miller, je pense, cette victoire. Mentalement, il a dû, il faut s'accrocher parce que forcément, ça a dû lui traverser l'esprit à un moment pendant la course et sur les 5 derniers tours. Là, tu dis bon ça y est, j'ai ma victoire enfin. Ça faisait depuis un moment qu'il l'attendait cette victoire. Ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas gagné? Ça faisait 4 ans. Quelque chose comme ça. Ouais, ça faisait 4 ou 5 ans qu'il n'avait pas gagné en effet. Ouais, première fois qu'il gagne sur le sec en plus, je crois. Enfin, en tout cas très très longtemps. Sa dernière victoire, c'était à Seine et c'était sur le mouillé, il me semble. Évidemment, les pros des statistiques, etc., manqueront pas de me rectifier si je dis des conneries. On ne peut que se féliciter pour Miller. On espère qu'il va s'en servir après pour réaffirmer son statut de leader, parce que c'est vrai que factuellement, on peut se demander si Bagnaia, comme tu le disais, est pas leader de Ducati. Après, sur le plan contractuel, ça reste, à mon avis, Miller le meneur de Ducati. Et, mais quand Bagnaia lui mène le championnat, à un moment ils vont peut-être se dire attends, si c'est lui qui peut nous faire gagner le titre, on va peut-être mettre Nobby sur Bagnaia et plus sur Miller. Ouais, après ce serait sachant que les Italiens étant très chauvins, je pense qu'ils aimeraient quand même que ce soit un Italien qui gagne au bidon de Ducati quand même. Hein. Après c'est un peu tôt. Hein. Non, c'est tôt. On est qu'au 4e GP, à voir ce qui se passe en France. Déjà évidemment, et puis après sur les prochaines courses, mais après il reste des courses en France, bon c'est sûr, les Yamaha sont quand même pas mal, mais je crois que les courses d'après en Italie avec les très longues lignes droites, ça peut avantager les Ducati. Ouais. Ah bah quand tu vois Ducati gagner à Jerez, tu te dis ils ont plus aucun obstacle et il y a plus de circuit Ducati et de circuit Yamaha comme c'était le cas avant. Beaucoup plus le cas avant. Ouais. Puis bon, leur système de départ il est quand même fabuleux, hein. Les mecs ils partent comme des flèches, ils déposent tout le monde. Ah, c'est incroyable. Et c'est là où on revient à Quartaro rapidement, mais c'est là où aussi on voit la maturité du gars, c'est que du gamin, on peut le dire, hein, pour nous c'est un gamin. Ah, il a 20 ans, c'est vrai. Là où il y a l'année dernière, effectivement, il se serait frustré à se dire putain je pars en pôle et au premier virage je suis 4e. Là il s'est pas frustré du tout. Non. Il savait qu'il roulait vite. Il a fait ses temps et il a claqué ses pendules sur la première moitié de la course et il a doublé mais sans aucune difficulté. On espère encore une fois qu'il va revenir, mais ça on l'a déjà dit. Non mais c'est sûr que pour le départ il a dû dire bon,
moi j'ai pas le même système qu'eux, j'ai pas la même bécane. On va faire ce qu'il faut pour pas se retrouver 10e avec Vignales. Il a réussi à virer premier virage 4e. Il s'est dit bah là maintenant j'ai ce qu'il faut pour doubler les mecs devant moi. Bon, il avait Morbidelli, c'est la moto, c'est pas très dur. Et après les deux Ducati, il est allé, c'est-à-dire qu'il a freiné tard et il a réussi à les passer, puis il les a maîtrisés après. Ouais, non, c'est clair. Et puis, il y avait que lui, quoi. Enfin, il est parti, il avait 2 secondes d'avance. 2 secondes d'avance, c'est énorme. C'était impressionnant. Ouais, c'était magique, quoi. Et puis jusqu'à ce qu'il s'écroule physiquement, ce qui est con. Encore une fois. Mais quand même, il a quand même réussi à sauver des points parce que l'année dernière, il aura arrêté, il aurait tout cassé en stand comme on le voyait faire, enfin cassé. Fury quoi en tout cas. Là c'est vrai qu'il a réussi à maîtriser, à se dire bon bah écoute, je rentre pas, j'ai ma douleur, je roule. Bah finalement il a réussi à sauver quelques points qui peut-être seront importants à la fin du championnat. C'est clair. Ça. Ah ouais, c'est sans aucun doute qu'ils vont être importants ces points. Ouais. Parlons de Marquez. On peut parler de Marquez. De Marc Marquez ou d'Alex Marquez? Bon, Alex Marquez, non, voilà, il n'y a rien à dire sur lui. Il a encore chuté. Il se tenait l'épaule. Est-ce qu'il s'est cassé l'épaule ou pas? On ne sait pas. Mais bon, il est inexistant, quoi, le pauvre. Ah, c'est dur. Hein. Mais c'est dur pour lui. C'est dur pour tout Honda, hein. Sauf Nakagami, qui est 4ème. Bah oui, c'est quand même pas mal. On dirait qu'il a trouvé le mode d'emploi de cette moto. Ouais, sur cette course. Oui, sur cette course. Attention. Sur cette course. Non, et Marquez, lui, ça voit qu'il est quand même en difficulté physiquement. Ouais. Mais là où tu vois que dans son team, les gens ils voient quand même le travail qu'il fait, c'est que, je sais pas si t'as vu l'image, quand il est arrivé, tout le monde l'applaudissait comme s'il avait gagné la course. Ouais. Donc ça veut dire quand même que je pense que les mecs ils savent que la moto est peut-être pas super bonne. Marquez il a jamais roulé encore à part la dernière fois en fait. C'est ses premiers tours de roue. Il a fait aucun test, aucun développement, donc finir dans un top 10 c'est finalement pas si mal que ça quoi. Mais surtout, encore une fois, quand on voit les autres Honda à la rue, à part Nakagami, et les Honda qui sont à la rue pas que depuis ce Grand Prix-là, quoi. Ça fait quand même un petit moment que... Bah, ça fait un an. Ça fait un an, ouais. Espargaro, lui, il n'arrive pas à trouver le mode d'emploi de la meule. Non. Après, bon, encore une fois, c'est facile à dire, hein, mais ça doit pas être facile à vivre pour lui. Non, parce que Marquez finit quand même devant Espargaro, qui pour le coup, qui lui a quand même pu rouler tout l'hiver avec sa Honda, donc. Et il n'avait pas le bras cassé, donc non, c'est pour ça que Marquez il fait quand même une performance pas mal. Même si cette année, c'est sûr qu'il sera pas champion du monde, faut oublier Marquez pour la lutte. Ah oui, je pense aussi, effectivement. Ouais. Oui, mais bon. Déjà le fait qu'il soit revenu, et on en a parlé avec Cyril la dernière fois, il nous fait un beau top 10, il fait 7ème à Portimao, là il nous refait un top 10, c'est quand même pas dégueu, non. Avec surtout l'appel qui se tape en meule. Oui, il a quand même tombé encore 2 fois ce week-end. Ouais, il est retombé 2 fois ce week-end, alors on peut peut-être mettre ça sur le plan psychologique, c'est RRS qui s'est fait sa grosse blessure. Sa première chute qui était très impressionnante, on s'est dit bon, ça va peut-être le déclencher mentalement parce que le fait de chuter sans se blesser, ça permet de se dire que on peut chuter sans se blesser, ce qui était pas évident pour lui. Au final, après, il se remet une pelle, il se reblesse pas, mais il se remet une pelle dans le même virage, je crois d'ailleurs. C'est un truc que je voulais aborder d'ailleurs, cette histoire de circuit, parce que je crois que c'est la première fois où on voit autant de chutes à RS depuis longtemps. Hein. Et dans toutes les catégories. Et dans toutes les catégories, et à chaque fois au virage 7, je crois. 6 et 7 surtout, dans ces 6 deux virages. 7, ouais. Les deux, et on les voyait très bien sur les super ralentis. Il suffisait qu'ils bougent de la trajectoire d'1 mètre, même de 50 cm, et tu voyais la fourche avant mais bouger, mais un truc de fou, il y a des bosses partout. Ouais. Là tu te dis il y a peut-être quelque chose à faire sur le circuit, parce que quand c'est des virages à très faible allure, tu vois, qui prennent à 80, parce que oui c'est fait pour eux, mais des épingles à 80, tu dis c'est pas grave, mais là quand c'est des longs gauches comme qui se prennent en 3ème à 150-180, comme c'est le cas à RS, là les chutes peuvent pas faire
elles peuvent être très 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 douloureuses et il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Après bon, est-ce qu'ils changeraient le tracé pour ça? Pas sûr, mais Non, ils changeront pas le tracé, peut-être pas, mais en tout cas il y aura peut-être, ils pourront peut-être mettre de Russie. En tout cas, regarder pourquoi ils ont tant chuté, parce qu'encore une fois, ça concerne pas que le MotoGP, ça concerne toutes les catégories. En Moto 3, on a eu la chute. Alors j'ai plus le nom du pilote, mais qui fait une Marquez, c'est-à-dire dans le droite-gauche, il s'envole au même endroit, la même chute. Ouais. Je sais pas si tu as vu, il perd l'avant, il perd l'arrière, il tasse par-dessus le guidon. Ouais. On aurait dit Marquez, bon, avec 100 km/h de moins, mais c'était la même chute. C'est ça. Et c'est les chutes qui font mal. Et même perdre l'avant à 180, à ces vitesses-là, t'es proche de la moto. On a vu Alex Marquez aussi faire la même chute que Marc. Et on en a vu quelques-unes, ça fait un peu peur. Bon, on espère que c'était qu'un hasard et que c'est pas lié complètement au circuit, mais c'est quand même assez troublant de voir autant de chutes en un seul week-end. C'est ça. Et t'as pensé quoi, toi, du champion du monde, Joan Mir? Bah alors, moi, je pense que Mir, il joue la longueur. Il nous fait encore une 5e place, qui est quand même pas dégueu. Il est pas à la rue du tout. Pour le championnat du monde, on a vu ces dernières années que Suzuki, ils montaient en puissance chaque saison. Enfin, la saison dernière, elle est très révélatrice pour ça. Enfin, là, tu dis qu'en début de saison, on peut pas vraiment juger la Suzuki parce que tu as vu la progression sur 2020 qui était quand même incroyable. On n'aurait pas parié sur eux au bout de 3 courses en 2020, clairement. Non, c'est ça. Et ils finissent champions du monde. En tout cas, Mir finit champion du monde. Parce que Rins finit encore. Il finit encore dans le sable. Alors lui, il faudrait qu'il fasse attention parce qu'au moment où je pense que ça fera plus rigoler Suzuki. C'est clair. Parce qu'il est toujours bien placé et puis finalement il est hyper inconstant, quoi. À chaque fois, tu dis bon, quand est-ce qu'il va tomber? Ouais, c'est pour ça que, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas noté la chute de Rins parce que au final, elle a pas dû m'étonner effectivement. Non. Mais ce qui est dommage, ouais. En fait, ça fait partie de la course. C'est pas méchant, mais il tombe. Non, mais ça fait partie de la course. Rins, il tombe tout le temps presque. C'était comme Crutchlow. Ouais. Si tu sais qui était dans les 3 premiers, tu dis non. Le 4e, il va finir 3e parce que forcément le mec devant il va tomber de toute façon. Mais dommage parce qu'ils ont quand même encore une belle bécane et dommage pour Rins. Ouais. Et Mir, oui, à voir lui si il va faire un peu le marathonien comme la dernière et puis réussir à passer tout le monde dans les derniers GP. Ouais, et puis il a encore du répondant parce que même tu vois sur les dépassements qu'il fait, les quelques dépassements qu'il fait en course, il fait du Mir, quoi. C'est-à-dire qu'il débranche, il y va et c'est impressionnant. Enfin, c'est génial de le voir piloter ce gars. On pourrait aussi dire peut-être un mot. Pas de Rossi, parce que ce serait méchant. Alors, Rossi, si on pourra dire un mot sur son 2022 qui peut-être commence à se dessiner avec les annonces faites cette semaine et son team VR46 pour 2022. Ouais, absolument. Bah vas-y, disons. Alors c'est parti. Et du coup, Valentino Rossi a annoncé un partenariat avec un pétrolier d'Arabie Saoudite, Aramco. Si je prononce bien le nom. Et donc du coup il a signé donc un partenariat avec ce pétrolier pour 5 saisons. Et donc il va monter dès 2022 donc son team VR46 en MotoGP. Ils sont en train de chercher une moto, donc on peut se dire soit il est fidèle à Yamaha, soit il veut construire un projet 100% italien et il va chez Ducat, soit peut-être être team satellite Suzuki. Je pense que c'est peut-être les 3 pistes les plus sérieuses et voir du coup l'année prochaine est-ce qu'il va conduire sa moto ou est-ce qu'il va être team manager. Ouais. Moi je pense que vu ses résultats il faudrait qu'il fasse plutôt team manager plutôt que continuer à vouloir piloter à tout prix et puis perdre de sa superbe et finalement plus que un vieux champion du monde voilà quoi. Ouais, surtout que ça pousse derrière. Oui. En fait finalement il va tout l'aura qu'il avait, ce truc de demi-dieu de la moto, finalement il est en train de le perdre. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais il a pas su s'arrêter avant. D'accord, il a pas su s'arrêter. Et c'est vraiment ce qui pouvait lui arriver de pire. Toute chose étant égale par ailleurs, évidemment, parce que il finit qu'à 22 secondes du premier, il finit devant Rins. pour rigoler. Dans les routes, et on finit avec Savadori, donc bon. Ouais. Mais ouais, c'est... on va pas lui donner de leçons de management
équipe, etc. Il doit forcément y réfléchir. Il doit peut-être même y réfléchir depuis un an. Peut-être qu'il a l'esprit ailleurs, hein, tout codement. Hein. Peut-être que mentalement, il est déjà dans sa propre team VR46 et que du coup, il pilote parce qu'il a un contrat avec la Petronas et qu'il faut piloter la moto. On sait pas. On sait pas, peut-être. Voilà, là, c'est des questions. Si vous avez les réponses, chers auditeurs. Valentino, si tu nous entends et si tu as la réponse à cette question, tu peux nous répondre. Valentino, si tu nous écoutes, tu peux nous répondre sur Twitter ou on pourra te faire une émission spéciale. Hein. L'épisode 46 est déjà passé, mais il n'y a pas de problème, on en reprend. Un petit mot de Binder aussi, je voulais, parce que on avait avec des copains sur le forum Motostation, je les signale au passage, je leur fais pas de la pub parce qu'ils en ont pas besoin, mais voilà, je leur fais une petite dédicace. On avait un peu parlé sur Binder au début du week-end parce qu'ils nous avaient quand même gratifié de beaux chronos, surtout le vendredi. Et là, c'est un peu écroulé sur la fin du week-end et en course au sens propre du terme. C'est dommage et c'est à mon avis l'image de tout le team KTM. En fait, ils n'arrivent pas à faire tourner leur moto encore. C'est pareil, là il va falloir encore une fois, c'est facile à dire, mais côté KTM, là il va falloir mettre les bouchées doubles parce que quand tu vois le résultat encore une fois d'Aprilia, Alex Espargaro fait 6ème. Ça c'est la super surprise cette année, il a pris. Ouais. C'est magnifique hein, ce qu'ils font. Là, KTM, what quoi. En plus, on avait un peu l'espoir qu'ils se retrouvent un peu à Jerez en se disant bon, Portimao, d'accord, ils se sont foirés, bon, passons. Là, ça commence à être un petit peu inquiétant. Bon, on est finalement, encore 4ème GP, c'est sûr, mais. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que pour eux, l'année dernière, ils n'avaient pas gagné 3 courses, donc ils pouvaient faire des tests à tout va. Ouais. Et cette année, ils font plus tout ça, ils peuvent plus développer la moto comme ils veulent, donc tu vois un peu les limites du système. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça. Mais c'était pareil pour Suzuki, hein, l'année où ils avaient plus de tests supplémentaires et de roulage supplémentaires, ils s'étaient un petit peu écroulés la saison d'après, il me semble, et puis ils sont revenus en force tranquillement à force de travail. T'as plus le même programme de développement, tu fais plus le même travail sur la moto, dans l'usine tu fais pas la même chose. Et la perte de Suzuki, c'est qu'ils avaient que 2 motos en championnat. C'est qu'ils n'avaient pas de team satellite. Ils en ont toujours pas. Et ça montre un petit peu l'exploit de cette team. Et encore une fois, Aprilia aussi. Là, fait une belle 6ème place avec Alex Espargaro, qui est devant son frère. Voilà, c'est vrai, le moto en général. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour du MotoGP. Je pense qu'on a fait le tour du MotoGP. Donc, après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, en fait. Non. On avait quand même quelques autres trucs à vous dire sur les autres championnats. Avec le CEV Moto3 qui a débuté le 25 avril à Estoril. C'est Daniel Olgado qui a remporté la course devant David Gomez. Le Colombien David Alonso termine 3ème et le Français Clément Rouget malheureusement abandonne en course. Prochaine course les 8 et 9 mai. En Rookies Cup, ça a aussi roulé les 1er et 2 mai à Jerez. Sur la course 1, Alonso s'impose devant Moreira et Uriarte. Et en course 2, c'est à nouveau Alonso qui gagne devant Olgado et Milan. Olgado est donc en tête au général. Les Français Gabin, Planck et Bartholomé Perrin n'ont pas encore ouvert leur compteur. Et on passe au championnat de France Superbike. Le second round s'est déroulé les 23 et 25 avril à Nogaro et avec un nouveau doublé pour Valentin Debis sur Kawasaki. Morgan Berchet fait 2e et Mathieu Ginès est 3e. Et pour le 2e podium, c'est Ginès et Kenny Forêt. Au provisoire, Debis trône en tête donc avec 103 points devant Ginès, 76 points et Morin 51 points. En Challenger, Renaudin est en tête avec 93 points devant Antiga 84 points et Agog, c'est ça, Agog 65 points. Prochaine course les 28 et 30 mai à Lédenon. Pour le FSBK, du coup, Debis, la particularité cette année, c'est qu'il court et en 1000 et en 600. Et alors, du coup, en 600, le premier meeting, donc il fait les 2 podiums en 1000 et il fait premier en 1000 sur les 2 courses et premier en 600 sur les 2 courses. Et là, Nogaro,
sur les 4 courses. Il finit donc les 2 premières courses de Milan en première place. Et sur les 600, je crois qu'il fait première course second et deuxième course premier. Donc, faut saluer ce travail quand même qui est pas commun et qui est super, qui est historique. Il s'aligne sur le 600 et le 1000 et à chaque fois, il gagne en 600 et en 1000. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau. Et il faut savoir que Valentin Debise, alors, il était parti courir lui en AMA en super stock. Voilà, donc finalement, le niveau américain, c'était pas mauvais puisque ça l'a permis un peu de franchir, je pense, un cap et de confirmer un peu son talent pour venir en France et un peu tout casser, quoi. Parce que l'année dernière, il a fini 2 ou 3e au championnat au général parce qu'il chute ou il casse lors de la dernière course, mais sinon il a été en tête quasiment toute l'année. Donc voilà, point Frenchy. Ouais, c'est assez intéressant effectivement ce retour de Hama. Donc ouais, non, mais de toute façon les championnats nationaux, on voit qu'il y a un peu de niveau quand même. Hein. Les mecs sont pas là pour enfiler des perles. Hein. Ça fait 2 fois que j'utilise cette expression en une seule émission. Là, c'est pas bien. Enfin, on avait aussi quelque chose à vous dire en championnat italien. C'était les week-ends des 17 et 18 avril. Luca Mayas a roulé là-bas en wildcard pour s'entraîner au World Superbike avec sa ZX Desire. Il termine devant lors des 2 courses. Mais il est hors classement parce qu'il roulait évidemment en wildcard. C'est ballot. Mais bon, là aussi, ça a signalé le niveau impressionnant, la grosse différence de niveau entre World Superbike et même les championnats nationaux. C'est assez. C'est assez énorme. Énorme, ouais. On l'a déjà vu en Superbike où t'as déjà eu des mecs qui couraient en World Superbike ou en 600 Super Sport. Et quand tu les voyais venir en FSBK, les mecs, ils atomisaient généralement la concurrence. Bon, après, ils ont peut-être pas les mêmes motos, mais bon, tu sentais qu'il y avait un step quand même entre le niveau national et le niveau international. C'est clair. Du coup, vu que Mayas n'a pas empoché ses victoires du fait de sa wildcard, les victoires sont remportées par Michele Pirro sur Ducati, ça va faire plaisir à Pierre. Prochaine course à Misano, les 15 et 16 mai. En moto America, ça a aussi démarré ce week-end du 1 et 2 mai à Atlanta. Et en course 1, c'est une chute de base. Ouais, alors qu'il remontait pour se bagarrer avec le premier et finalement peut-être un peu trop poussé et il est tombé. Dommage. Ouais. Et en course 2, Baz finit 20e, problème technique d'après son compte Facebook. J'ai pas du tout d'infos sur la Moto America. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est compliqué à trouver des infos. C'est dommage parce que voilà, pour médiatiser, pour tu vois que les pilotes ils sont un peu sur le devant de la scène, faut un peu qu'on en parle à la télé. Donc si t'as pas d'émission où tu vois ils parlent des pilotes, finalement quand t'es loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est ouf parce que c'est dommage. Je digresse un peu, mais on l'a bien vu avec le doublé français la dernière fois de Quarta et Zarco. Il faut ça pour qu'on en parle dans la presse généraliste et c'est assez incroyable, quoi. Il faut vraiment un truc historique pour qu'on commence à parler de ce championnat et même de cette discipline. Après, c'est sûr que en ce moment, avec les discours écologistes qu'il faut absolument, c'est clair qu'il y a un réchauffement climatique, mais c'est vrai que toute cette ambiance-là fait que on va moins parler des championnats de sport mécanique, que ce soit la moto, que ce soit la Formule 1 aussi, que ce soit... la Formule 1, on en parle toujours parce qu'il y a un côté historique énorme, mais du coup, ça laisse pas beaucoup de place aux autres. J'ai l'impression que le Dakar, pareil, c'est des choses on en parle beaucoup moins. Enfin, voilà, on n'en parle plus comme avant, je suis d'accord avec toi. Tout ça. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est l'évolution, il faut bien que les en même temps, les gens, ils prennent tout ça, mais même les Moto E ou les Formule E, personne n'en parle non plus. Hein. Personne ne dit qu'il y a des courses de voitures électriques ou de motos électriques. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, nous, ça nous empêche pas d'aimer ce qu'on aime. Non, c'est sûr. Mais dommage pour des petits Français, des bons, tu vois, que même Canal+ fasse pas un petit décrochage de temps en temps pour dire, lors du MotoGP, tac, Loris Baz, il a fait tant. Nous, on le fait. Nous, on le fait. Il y a plus de personnes qui écoutent C'est qui en pôle. C'est ça. Voilà. On parle de tout et tout le monde. C'est ça, exactement. Beaucoup des Frenchies. Faut être un peu chaud, là. Ouais.
Et c'est tout pour nous aujourd'hui. Du coup, on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui, je vous le donne en mille, est celui de France. Ce sera les 15 et 16 mai. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Olivier. Vous retrouvez bien évidemment sur Twitter, c'est qui en pôle -du8 pod, la page Facebook c'est qui en pôle. On est aussi sur Deezer et Spotify, et la nouveauté, le channel Discord. Venez, on rigole pas mal sur ce channel. Salut à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde.